Sombres, menaçantes et inconnues, les jungles, prairies et rizières du Vietnam se transforment en champs de bataille au cours de la guerre longue et brutale que mènent les États-Unis en Asie du Sud-Est. Les fantassins américains affrontent ces difficultés de terrain bien davantage que n'importe quelle autre force présente au Vietnam. La jungle était simplement extrêmement dense. Quand il faisait nuit, la visibilité était pratiquement nulle. Il faut savoir où on se trouve. Et nous, très souvent, j'étais un bon navigateur, je pouvais naviguer comme il fallait. Mais il y avait des fois où nous avons dû tirer une cartouche de fumigène afin de nous assurer de notre position. Si vous traversiez ce qui est sans doute une jungle au feuillage double, il y fait sombre et la plupart du temps, il faut vous frayer un chemin. Un seul homme pouvait s'y mettre en coupant à la machette un chemin suffisant pour que tout le monde puisse passer, mais en file indienne. On ne pouvait faire ça que pour 15 à 20 minutes. Les fantassins vivent sur le terrain pendant de longues périodes au cours desquelles ils découvrent que l'ennemi n'est pas le seul tueur qui les attend dans la végétation verte et luxuriante. La jungle était très vivante, avec de nombreux bruits d'animaux qui vous mettaient très mal à l'aise. Il y avait des tigres dans les hautes terres du centre. C'était très démoralisant de perdre quelqu'un à cause de quelque chose comme ça. L'un des serpents les plus venimeux du monde est la vipère des bambous. C'est un long serpent vert qui peut mesurer jusqu'à près d'1,80 m. Ce type nous disait, si vous vous faites mordre par une vipère de bambou, il vaut mieux vous coucher tout de suite. De cette manière, vous ne tomberez pas en mourant. En plus du terrain difficile et de la dangereuse faune, les fantassins doivent affronter un climat rigoureux. Quand il pleuvait, ça devenait vraiment très glissant. On glissait et on tombait. Il y avait beaucoup d'eau au Vietnam, beaucoup de ruisseaux et autres. Nous devions les traverser tout le temps et nous nous retrouvions dans l'eau jusqu'à la poitrine. Dès que nous sortions de l'eau, il fallait pratiquement se déshabiller et se débarrasser des sangsues. Nous avions 2 saisons, une saison humide et une saison sèche. Pendant la saison humide, on est trempé en permanence. C'est plus ou moins de la pluie sans interruption. Le Vietnam était affecté par 2 moussons, l'une qui venait de l'Inde et ensuite il y avait une autre saison qui subissait l'influence du Pacifique. Les soldats d'infanterie occupent une place centrale dans l'effort de guerre américain au Vietnam. La lutte pour le territoire devient la guerre des fantassins. L'unité au sol est l'unité de manœuvre fondamentale au Vietnam. Au cours des jours et semaines passées dans les champs de bataille, l'unité au sol représente tout l'univers du fantassin. L'un de mes regrets est de ne pas avoir conservé leur véritable nom. J'avais un journal, mais tout le monde avait eu un surnom et c'est ce que j'écrivais. Je regrette de n'avoir pas écrit leur vrai nom davantage. Guitarman, le guitariste, Preacher, le prédicateur, Alabama, qui venait d'Alabama, évidemment. Cherry, Cerise, qui est devenu un de mes bons amis. Shotgun, le fusil. Cocoa, Bambi, Yoshi, toute une série de noms excellents, mais malheureusement, je n'ai pas consigné leur vrai nom. J'aurais dû le faire. Les hélicoptères offrent à l'infanterie une étendue de déplacement très importante et des ravitaillements presque ininterrompus. Cependant, les hélicoptères ne sont pas toujours disponibles pour les forces au sol. Aussi, les fantassins portent littéralement l'effort de guerre américain sur leur dos. Vous devez porter 500 cartouches, votre fusil, 2 mines antipersonnelles, Claymore, 4 livres de plastique, 4 grenades, et vous devez aussi porter votre nourriture.
Ou alors, vous n'avez pas à prendre votre nourriture, on s'en fiche. Vous n'avez pas besoin d'emporter d'eau non plus, mais la plupart des soldats prennent 3 ou 4 litres d'eau avec eux parce qu'il n'y a pas beaucoup de ravitaillement en eau potable. Alors en fin de compte, une fois qu'on a empaqueté tout ça, on finit avec 45 à 55 kilos sur le dos en plus du fusil. Ce dont je me souviens de mon temps dans la compagnie, c'est d'être fatigué tout le temps. Tellement fatigué que j'avais l'impression que je ne pourrais pas faire un pas de plus. Chaque pas semblait être comme ça. Et puis la nuit, pour essayer de dormir, vous divisez les tours de garde en fonction du nombre de soldats dans l'escadre. Si vous avez de la chance et qu'il y en a 6, voire 7, alors vous pouvez dormir pendant 6 heures d'affilée ou 5 heures d'affilée. Mais si vous n'êtes que 4, eh bien, vous vous levez 2 fois pendant la nuit pour monter la garde pendant environ 1 heure. Cela dépend un peu d'où vous vous trouvez et de ce que vous faites, mais si vous êtes sur le terrain et que vous êtes alors dans des tranchées de 2 hommes, alors là, vous êtes éveillé plus ou moins toutes les 2 heures pendant la nuit. Je me souviens avoir eu l'impression que quoi que je fasse, que ce soit marcher ou creuser les tranchées ou autre chose, j'étais simplement au bout de mes forces. C'est une existence difficile. J'étais tellement fatigué que tout ce à quoi je pensais, c'était à ma responsabilité envers mon escadre et tuer l'ennemi. En plus, j'étais en colère tout le temps. Ce n'était pas le genre de colère où je me mettais tout à coup en colère. J'étais grognon tout le temps. Je ne le savais même pas. Je ne me rendais même pas compte de l'impression que je donnais. Il s'agissait juste d'un sentiment intense d'amertume, comme si je ne pouvais pas attendre de me battre à nouveau et de me venger. Je pense que la colère vous permet de fonctionner. Plutôt que d'exhiber de la peur, vous montrez de la colère. Et vous avez tendance à vous battre quand on vous attaque. La routine au quotidien était vraiment très similaire pour les 2 compagnies d'infanterie. Vous vous levez le matin, vous mangez des rations, ou ce que vous voulez manger, mais c'était surtout ça, des rations. Donc vous mangez quelque chose, puis vous restez là pendant un moment à attendre ce que nous attendions. On nous donnait des ordres, ensuite on se levait, on se déplaçait ici et là. Parfois nous bougions de 3 mètres, parfois c'était de quelques kilomètres. Il y avait beaucoup d'ennuis, beaucoup de patrouilles en portant le sac à dos, peut-être la radio, ou le fusil, la mitrailleuse. Beaucoup de travail difficile, de la sueur et occasionnellement quelque chose se passait. Et alors là, c'était un choc. Avec tout cet ennui pendant un moment, on se laisse aller à sentir un sentiment trompeur de sécurité. Toute mission, quelle qu'elle soit, toutes les missions avaient le potentiel de se transformer en mission de combat. Que ce soit nous, l'attaquant au cours d'une embuscade, que nous aurions monté ou que nous soyons victimes de l'embuscade. Très souvent, c'était nos hommes qui se faisaient surprendre et c'était habituellement dans des embuscades en L. Et souvent, un ou 2 Viet Cong surgissent de la forêt et vident leur chargeur d'un bout à l'autre de la file, juste comme ça, tuant 3 ou 4 personnes et blessant le reste. Ça arrivait tout le temps, vous êtes en position de faiblesse et à ce moment-là, quand on vous surprend et que vous n'êtes pas prêt, c'est là qu'ils attaquaient. Une fois que le combat est engagé, que vous savez ce que vous faites, quand vous avez un petit peu d'expérience, vous ne vous arrêtez pas pour y penser. Vous êtes pratiquement en mode automatique, ou en cas où vous devriez l'être. Vous savez ce que vous avez à faire et c'est comme ça que vous fonctionnez. Si vous devez vous arrêter pour réfléchir, c'est comme de l'autodéfense. Si vous devez vous arrêter pour penser à ce que vous devriez faire, c'est sans doute trop tard. Alors il faut que vous réagissiez et que vous répondiez en fonction de votre entraînement. Nous avions un nouveau lieutenant qui venait d'arriver au Vietnam. Nous avions creusé nos tranchées et nous étions installés pour la nuit. Nous allions rester là pendant 2 ou 3 jours,
Et nous, on nous a envoyés en exploration. Il a donné l'ordre d'alerter les batteries et leur a fourni de mauvaises coordonnées. Enfin, il y a eu des trucs qui explosent juste au-dessus de ma tête, des morceaux de métal atteignent l'abri enterré que nous avions creusé et s'incrustent dans les sacs de sable. Tout le monde devenait fou en pleine nuit. On se tenait prêt et rien ne se passe. Et le lieutenant dit que personne ne tire avant qu'il ne fasse sauter les mines antipersonnelles. J'avais pas mal peur à ce moment-là, mais nous ne nous attendions vraiment à rien. Mais aux alentours de minuit, 1h, on aurait dit 2 ou 3 torches en face de nous à environ 120 ou 150 mètres. Et puis tout à coup, cette explosion a eu lieu. C'était tellement bruyant que je n'entendais plus rien. Ensuite, il y a eu des feuilles, de la poussière et de la terre qui volaient partout. Après ça, j'ai entendu les mitrailleuses M60 entrer en action. Alors, j'ai déchargé tout mon magasin. Et ensuite, un des types à côté de moi, j'ai vidé tout un chargeur et réussi à me recharger. Je n'arrivais pas à voir ni à entendre quoi que ce soit. Quand vous entrez réellement en contact, ce que nous appelions le contact, c'était le chaos le plus complet. Le bruit est assourdissant. Vous avez le bruit non seulement de vos propres armes, mais également le bruit des armements de l'ennemi. Il vous faut travailler très étroitement avec votre équipe. Vous devez tous vous connaître extrêmement bien et vous devez pouvoir anticiper les actions de chaque personne à vos côtés. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous devez accomplir votre tâche. Je ne dis pas que vous n'avez pas peur quand ça se passe, mais vous devez vous entraîner à penser que vous aurez le temps d'avoir peur plus tard. L'infanterie n'agit pas seule en combat au Vietnam. Où qu'elle aille, elle peut compter sur des renforts quasiment immédiats. Il existe une variété de soutiens disponibles à l'infanterie au Vietnam. L'artillerie et les mortiers fournissent la majeure partie de la puissance de tir dont dépendent la plupart des unités. Certaines des unités d'infanterie transportent leur propre appui de tir sous la forme de mortiers de calibre de 81 mm. Je crois que peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de participer à cet entretien et qui a permis à beaucoup de mes hommes de s'en sortir, c'est le fait que nous disposions d'un mortier et que nous nous en sommes servis. Il y avait une période pendant laquelle nous avons effectué plusieurs patrouilles différentes pour lesquelles nous portions sur le dos des mortiers de 81 mm. Nous les prenions avec nous sur le terrain. Ça veut dire un tonneau qui pèse environ 28 kg, une base, une plaque de base et 2 morceaux qui font 13,5 kg, un bipied qui pèse environ 28 kg, plus le viseur et les pieds de visée qui ne sont pas si lourds mais qui sont très encombrants en fait. Il y en a 4, et ils sont tous en 2 morceaux. Et vous avez un sac dans lequel les transporter. Chaque pied mesure environ 2 mètres. Donc, chaque morceau fait environ 1 mètre de long, alors vous les empaquetez. Le chef d'escadre prend les pieux de visée et le viseur dans un étui. Le reste du groupe rassemble le reste, les porteurs de munitions transportent les divers composants du canon. Chaque membre de la compagnie transportait 3 obus, et ils vous détestent tous pour ça. Mais les mortiers sont quasiment les seules armes que l'on puisse utiliser en soutien des troupes dans la jungle, car ils produisent des tirs indirects. Les mortiers ne sont pas sollicités seulement pour tirer sur l'ennemi. Des charges spéciales peuvent servir à surmonter l'obscurité qui confronte souvent les fantassins. Quand quelqu'un demandait une illumination au-dessus de leur position, les mortiers étaient les plus rapides à mettre en place.
Lorsque la fusée redescend, le vent est toujours en mouvement, la faisant osciller de droite ou gauche sous le parachute. Et ce qui se passe, c'est que cela donne l'impression que tout ce qui est devant vous est en mouvement. Les ombres, cela fait bouger toutes les ombres de ce côté-là. Si vous regardez les buissons, les arbres, les rochers et le reste, on dirait que tout ce qui se trouve devant vous est en train de bouger. Néanmoins, la fusée vous donne une lumière très vive, entre blanc et bleu, qui vous permet d'y voir quelque chose. En plus des mortiers, l'infanterie bénéficie du soutien de l'artillerie. Avec une portée plus grande et des projectiles plus gros, leurs tirs sont meurtriers. Je me souviens avoir un jour traversé la jungle et c'était vraiment assez amusant. Nous traversons la jungle et l'artillerie, les 105, sont en train de tirer juste devant nous. Leurs projectiles atterrissent en fait, je sais pas moi, à 300 mètres de nous. Et du coup, partout où nous passons, la voie a déjà été dégagée. Quand j'étais là-bas, tous les soirs, nous procédions à des tirs au hasard, suivant la stratégie de harcèlement et interdiction. Il s'agissait de choisir un certain nombre d'itinéraires différents, en général des itinéraires potentiels d'entrée et de sortie de mouvements ennemis. Vous les repérez, vous les marquez sur un quadrillage, vous transmettez ces données au centre de conduite de tir et ensuite, on y va. The H&Is, we would be given maybe 8. On nous donnait peut-être 8, 9 missions de tir différentes. On nous donnait cette information en général avant la nuit et il nous revenait d'effectuer les premiers tirs à n'importe quel moment au cours de la première heure d'obscurité, soit entre 19 et 20 heures. Nous devions tirer 5 fois sur ces coordonnées du quadrillage. C'était à nous de choisir et le choix du moment ne rimait à rien. Il fallait juste que ce soit pendant cette heure-là. Et la même chose pendant l'heure suivante avec les coordonnées suivantes, et ça continuait ainsi toute la nuit. Et je me souviens que nous faisions cela toutes les nuits. Les Américains se servent des tirs d'interdiction pour déterminer les positions ennemies probables ou encore leur voie d'approche des positions américaines, et toutes les unités américaines au Vietnam y procèdent presque toutes les nuits. Ces tirs servent à créer la confusion pour l'ennemi, à limiter la capacité de l'ennemi à profiter de la nuit pour attaquer les positions américaines. Ce système complexe de contrôle des tirs ne fonctionne pas toujours parfaitement. Avec un tel déchaînement de puissance, des accidents se produiront tôt ou tard. Je me souviens parfois m'être trouvé sur le terrain. Il y avait des unités sur ce terrain dont nous ne savions pas qu'elles étaient sur le terrain. On avait reporté des mouvements de troupes et il s'agissait de mouvements de troupes américaines. Il y a eu des incidents lorsque des hommes avaient appelé des tirs d'artillerie sur des unités américaines parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des unités à cet endroit-là. Encore plus important et certainement plus spectaculaire est le soutien fourni par les hélicoptères armés et le soutien aérien rapproché. Les hélicoptères de combat sont souvent les premiers à répondre à l'appel. Cependant, il n'y a rien de plus impressionnant pour les soldats au sol que l'arrivée à leur secours des chasseurs bombardiers. Oui, tu les entends arriver. C'est un bruit strident, très fort. Nous en avons vu beaucoup d'assez près. En fait, à une distance de, je pense, 1 ou 2 kilomètres. Ils arrivent et ils larguent ces bombes, des trucs de 100 à 230 kilos. Et tu entends ce bruit très perçant, un son furieux. Et alors, ils larguent ces bombes et remontent, et ensuite, le bruit devient comme doux. Et puis, cette bombe explose. Et elles sont réellement incroyablement empourrillantes. Les films et autres ne rendent pas justice au genre de bruit que font ces choses-là. J'avais l'impression que ces attaques aériennes étaient assez efficaces. Si vous aviez effectivement une cible, regardez bien, parce qu'il n'en restera pas grand-chose. Les tirs d'appui ne sont pas toujours disponibles pour l'infanterie. Dans ce cas-là, l'unité en difficulté doit faire appel à d'autres unités américaines pour venir à son aide. Tout à coup, on se faisait tirer dessus de tous les côtés et on n'avait aucun soutien significatif. Il y avait une autre formation, là,
une formation américaine dans les parages, et ils sont venus avec des chars, et ils nous ont vraiment sauvé la mise. Il y a eu des blessés dans la compagnie dans laquelle je me trouvais, mais heureusement, personne n'a été tué. Au Vietnam, les chars et les véhicules blindés apportent un soutien inestimable et étonnamment efficace aux unités d'infanterie. Lorsque les premières unités américaines arrivent au Vietnam, une utilisation efficiente de chars et d'autres véhicules blindés paraît peu probable. Je crois que beaucoup de gens ont été surpris de constater que certains types de blindage pouvaient opérer aussi bien au Vietnam. Et puisqu'il avait été démontré que la moitié du pays était appropriée pour une guerre de blindés, je ne dis pas que la moitié du pays pouvait accueillir des chars M48, des monstres de 52 tonnes, mais des véhicules blindés plus légers, les ACAV, véhicules d'assaut de cavalerie blindée, et le char Sheridan, plus léger, à 17 tonnes, qui était également un type de véhicule d'assaut dont les chenilles peuvent aller presque partout. Si un buffle peut le traverser, un ACAV peut y aller lui aussi. Il y avait certains endroits qui étaient tellement denses que vous ne pouviez littéralement pas voir au-delà des côtés de votre véhicule ou plus loin que vos chenilles. Ce n'était pas bon pour nous, mais nous pouvions y manœuvrer, ou plutôt nous y déplacer. Mais nous ne pouvions vraiment pas manœuvrer, non. C'était vrai pour nous dans les endroits moins boisés, où les arbres avaient un diamètre de 5 à 6 cm, parce que nous pouvions assez facilement les abattre et y manœuvrer en formation de combat plus facilement qu'une personne n'aurait pu y courir. Bien entendu, nous allions plus vite. L'un des secrets de la mobilité des unités blindées sur terrain entrecoupées de ruisseaux et de canaux est le véhicule blindé poseur de pont ou AVLB. La VLB est un véhicule blindé avec un pont-ciseau avec un empan de 18 mètres attaché à l'avant. Vous pouvez vous arrêter devant un petit ruisseau, le descendre et il atteindra l'autre côté et vous pouvez faire rouler les chars dessus. Les blindés servent presque exclusivement à soutenir les opérations de l'infanterie. Il s'agit d'une puissante combinaison. Les véhicules fournissent une puissance de tir impressionnante qui dissuade les attaques ennemies contre les points cruciaux et les convois. Ils nous mélangeaient dans le convoi et tant que nous étions dans le convoi, les Viet Cong nous laissaient tranquilles. Les forces américaines trouvent l'éminent char M48 très bien adapté au Vietnam et décident de l'utiliser, le préférant au M60 plus récent. Ils nous ont proposé des chars M60 pour aller là-bas, mais à cause des suspensions et du canon, ils ont choisi de garder le M48 A3 parce qu'il avait le canon de 90 mm. Finalement, le Sheridan remplace le M48 dans les troupes de cavalerie pour sa vitesse, qui lui permet d'aller aussi vite que les transports de troupes et pour sa capacité à traverser une plus grande étendue de terrain. Néanmoins, le Sheridan a ses propres inconvénients. Le Sheridan est un char blindé amphibie léger qui peut être parachuté. Il pèse environ 17 tonnes. Pour comparer, la cave pèse environ 11 à 12 tonnes. Le Sheridan était conçu avec un blindage fait en majorité d'aluminium. La tourelle est bien sûr en acier. La tourelle unique avait cette forme-là. Alors les roquettes anti-chars pouvaient être déviées très facilement, comme ceci quand elles l'atteignaient, parce que le blindage n'était pas épais. Le Sheridan était un véhicule formidable. Pendant mon tour, je n'en ai jamais eu deux opérationnels en même temps. Ce char avait cet énorme canon principal trapu de 112 mm qui était conçu pour tirer le missile Shillelagh dans les champs de bataille d'Europe dans une éventuelle Troisième Guerre mondiale, ou bien dans le désert. Il n'a jamais été conçu pour la jungle et il avait plein de problèmes électriques, de court-circuit et de choses comme ça. L'un de nos plus pénibles cauchemars avec le Sheridan était d'obtenir le voyant indiquant qu'il était prêt à tirer.
Nous ne pouvions pas simplement actionner le percuteur pour le faire tirer. Nous devions allumer un interrupteur et attendre d'avoir le voyant vert allumé avant de pouvoir faire exploser la charge électriquement, contrairement au M48 qui pouvait être plein de boue et tirer encore malgré tout. Les unités blindées de cavalerie sont idéales pour combattre au Vietnam. De par la combinaison de la puissance de frappe du char et la fiabilité du transport de troupes blindées M113, avec les unités blindées de commandement et d'artillerie qui s'y rattachent, les régiments blindés de cavalerie s'avèrent être une force capable de s'adapter et d'être réactifs dans la guerre. Le M113 est bientôt équipé de blindage et de boucliers pour protéger le chef de char avec la mitrailleuse de calibre 50, ainsi que les deux autres mitrailleuses latérales M60 de calibre 30. Ce nouveau produit se fait connaître sous le nom de véhicule blindé de cavalerie. L'infanterie qui se déplace dans ces véhicules peut traverser la brousse tout en étant presque complètement à l'abri des tirs d'armes légères et en étant capable de dispenser des tirs nourris de neutralisation. En tant que cavalerie, notre mission était très similaire à celle de la cavalerie américaine au XIXe siècle dans l'ouest du pays. Notre mission était quasiment la même. Nous avions un vaste territoire à couvrir. Nous devions y arriver rapidement. Les véhicules blindés étaient nos chevaux. L'escadre de cavalerie blindée était cet ensemble extrêmement compétent formé de l'infanterie conduisant des transports de troupes, des chars, des véhicules blindés de commandement et d'appui de tir. L'escadre a ainsi la capacité de se déplacer rapidement d'un point à un autre, avec tout cet ensemble lui permettant de s'engager dans les opérations de combat. Cependant, tout cet appui armé n'est efficace que lors de confrontations avec l'ennemi, et l'ennemi se sert avec efficacité du terrain vietnamien pour se dissimuler aux forces américaines. La tâche de repérer l'ennemi revient aux patrouilles de reconnaissance à longue portée, LRRP, qui sont insérées en secret par des hélicoptères derrière les lignes ennemies où la discrétion, la dissimulation et la prudence sont leurs alliés dans le jeu mortel du chat et de la souris. La différence entre l'infanterie pure et simple et la reconnaissance, c'est que pour la dernière, votre mission consiste à aller traquer d'autres hommes. Nous allions voir qui était là, ce qu'ils faisaient, quel genre d'armes ils avaient, de quelle armée il s'agissait et de combien d'hommes se composait l'unité. On jugeait de leurs conditions mentales, on voyait s'ils partaient, ce qu'ils ne faisaient jamais, et laissaient leurs équipements derrière eux. Des abris enterrés, des traces de pas, des odeurs, des sons, le calme. Quand vous êtes au milieu de la jungle et que tout à coup le silence est total, notre travail consistait, quand nous repérions l'ennemi, à communiquer l'information et il faisait venir des soldats pour combattre l'ennemi. Une compagnie régulière d'infanterie sur la zone d'atterrissage se préparait. Des hélicoptères de combat Cobra, peut-être de l'artillerie. En gros, nous allions nous trouver sous les feux de l'ennemi. Le jour précédent, le chef de notre groupe, et peut-être un second, effectuait un vol de reconnaissance de notre zone d'opération, et il choisissait un endroit où nous allions être embarqués, et ensuite un endroit où nous serions déposés. Ensuite, on nous donnait des instructions sur ce que nous allions faire. S'il s'agissait de pistage, de monter une embuscade ou d'une surveillance de détecteurs. Et ensuite, nous montions dans les hélicoptères. Il y avait quelques hélicoptères que l'on pourrait qualifier de fantômes qui décollaient. Nous simulions des insertions au début, ils tournaient autour de quelques sites en dehors de notre zone d'opération et effectuaient de fausses insertions. Et ensuite, nous avions le feu vert et nous y allions pour de bon.
À ce moment-là, nous décidions si nous allions tous y aller d'un seul côté ou si nous allions nous diviser et en mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre, en fonction de l'endroit où on nous déposerait et de la situation. Nous allions là-bas, nous nous tenions debout sur les glissières et l'hélicoptère se posait, nous débarquait et redécollait. Ensuite, nous allions à 100 ou 200 mètres de l'endroit où nous avions débarqué, de la zone d'atterrissage. Nous avions des équipes de 6 hommes, donc il y avait un éclaireur, une radio, quelqu'un qui s'occupait des arrières et normalement un chef d'équipe. Et habituellement un second qui serait quelque part dans cette formation. Et puis les 2 autres hommes seraient sur le côté ou sur chacun des flancs, droit et gauche. Il fallait juste bouger très lentement. Vous écartez les branches du chemin très lentement. Vous mettez un pied en avant très lentement, puis le deuxième, et en même temps, vous essayez de surveiller l'avant pour vous assurer que vous n'allez pas tout à coup vous retrouver dans une grande clairière où pourrait se trouver l'armée nord-vietnamienne ou autre. Normalement, je portais des gants d'aviateur parce que si vous passiez à travers des bambous ou même de l'herbe à éléphant, vous alliez vous couper beaucoup les mains et dans cette atmosphère tropicale, les coupures pouvaient s'infecter. Alors, la plupart du temps, je portais des gants d'aviateur pour que mes mains ne soient pas infectées. À cette époque, la plupart des forces armées sur place n'avaient pas de camouflage. Certains des marines en avaient. Nous étions donc les seules unités qui en disposaient. Nous avions des treillis de camouflage, des treillis tigrés, et de temps à autre, nous portions des pyjamas noirs pour aller en éclaireur. Je crois que j'ai fait ça 2 fois. Normalement, nous transportions ce qu'on appelait des rations de patrouille de reconnaissance à longue portée qui étaient lyophilisées, par exemple du poulet avec du riz. Et il y en avait une qu'ils appelaient chili con carne, mais nous la surnommions haricot bal parce que les haricots restaient toujours durs, ils étaient comme des cacahuètes et de l'eau, beaucoup d'eau. La seule chose que nous prenions dans les rations ordinaires était peut-être les fruits en boîte de conserve. Nous essayions d'éviter les boîtes de conserve parce qu'elles faisaient des bruits de métal en se cognant. Chaque patrouille de reconnaissance à longue portée dispose d'un éclaireur qui se sert de ses yeux, ses oreilles et ses instincts pour déchiffrer le terrain pour le reste du groupe. Il marchait pendant les missions en suivant des sentiers ou à travers la jungle, et moi je devais surveiller l'avant, repérer les pièges et bien sûr les soldats ennemis, l'armée nord-vietnamienne, et en gros dégager la voie pour que les autres membres de l'équipe puissent passer. Que ce soit dans l'herbe à éléphant ou un feuillage extrêmement dense, il fallait que je me déplace en faisant le moins de bruit possible. Les patrouilles de reconnaissance à longue portée ont un autre rôle, celui de collecter de l'intelligence pour l'état-major américain. L'intelligence pouvait nous dire s'il y avait d'importants mouvements de troupes sur une piste rapide et il décidait à partir de ça si nous allions préparer une embuscade. Nous marchions en rang de 12, nous installions des mines antipersonnelles dont nous faisions des guirlandes. Nous avions une mitrailleuse M60 et chacun avait un rayon qui lui était assigné, une zone dans laquelle ils étaient censés tirer. Area of scope or area that they were supposed to fire into, and normally the team leader. Normalement, le chef d'équipe était la personne qui, une fois que nous avions fait sauter les mines, donc l'embuscade, que l'embuscade avait eu lieu, nous avions une personne à chaque extrémité qui prenait un côté de la piste pour la surveillance. Ensuite, nous allions dans la zone pour fouiller les corps, fouiller les vêtements, récupérer des cartes ou toute information qui nous permettrait de définir la position des mouvements de troupes. De savoir de quel genre de soldats il s'agissait, bien sûr. Nous récupérions les armes, bien entendu. Ensuite, nous appelions notre contact et il venait nous chercher, avec de la chance, par hélicoptère.
La surveillance de piste était tout ce que nous étions censés faire. C'était le même type d'intelligence. Il y a des renseignements selon lesquels il y a d'importants mouvements de troupes sur cette piste. Notre travail consistait à y aller, surveiller la piste et essentiellement rassembler des renseignements. De qui s'agit-il? Armée du Nord vietnamien, Viet Cong? Quels uniformes portaient-ils? Quel type d'armes avaient-ils? Leur âge, s'ils avaient l'air nouveaux ou s'ils avaient l'air d'avoir déjà combattu, dans quelle direction ils allaient, ce genre de choses. Aussi dangereuses que soient les missions des patrouilles de reconnaissance à longue portée, les opérations spéciales prennent la relève là où les premières s'arrêtent. Au Vietnam, les forces américaines utilisaient non seulement des groupes d'opérations spéciales ou commandos, mais également des forces spéciales. Bien souvent, le rôle et la fonction de ces deux groupes différents prêtaient à confusion. Les forces spéciales sont de petites équipes d'Américains qui sont envoyés pour travailler avec les indigènes ou les populations locales, et leur rôle consiste principalement à former et à conseiller ces forces. Tandis que les groupes d'opérations spéciales ont une mission de combat direct. Ils effectuent soit des actions de reconnaissance, soit des patrouilles de combat. Donc, d'une part, vous avez l'entraînement par les forces spéciales, et d'autre part, vous avez les opérations de combat directes par les hommes des opérations spéciales. Les forces spéciales mènent une guerre à distance et dangereuse, souvent sans le soutien que d'autres unités américaines considèrent comme allant de soi. Dans notre situation, le pire était le manque de soutien aérien et de soutien de l'artillerie. En fait, si vous étiez dans un camp isolé, une fois que vous quittiez le camp, vous étiez hors de la portée de vos tirs indirects, vous étiez normalement tout seul. Vous n'aviez pas les ressources dont disposaient habituellement les unités régulières américaines. Enfin, si quelqu'un était blessé, vous demandiez un medevac, mais il n'y avait aucune garantie que vous alliez l'obtenir. Cela dépendait de votre priorité. Du point de vue du haut commandement américain, si l'une de vos patrouilles se trouve en difficulté, il s'agit seulement de 2 Américains. Les autres sont des Sud-Vietnamiens du groupe de défense irrégulière de civils ou CIDG, les mercenaires indigènes. Si une unité américaine importante était en difficulté et que vous étiez en difficulté en même temps, il y a un ordre de priorité. Où envoyait-il l'assistance? L'armée avait même pensé à rétablir l'utilisation de pigeons voyageurs pendant que j'étais au Vietnam. Parfois, les détachements A des forces spéciales pouvaient se trouver isolés, ou bien leur patrouille était hors de la portée des radios, vous ne pouviez parler à personne. Alors on nous a donné des pigeons voyageurs que nous devions essayer de dresser et d'utiliser. Cela n'a pas marché. Les montagnards les ont mangés. Bien que cela ait été nié à l'époque, les groupes d'opérations spéciales au Vietnam mènent une gamme d'opérations transfrontalières avec le Laos, le Cambodge et le Vietnam du Nord. Nous ne voulions pas que quiconque sache que nous étions au Laos ou que nous étions au Cambodge à l'époque. Il s'agissait à l'époque d'opérations confidentielles. La conduite d'opérations secrètes dans des zones confidentielles requérait des préparations et des précautions particulières. Les groupes d'opérations spéciales avaient une opération très efficiente en termes de ce qu'ils étaient autorisés à faire. Chaque section était compartimentée de manière à ce qu'aucun membre d'une autre section ne sache ce que la première section était en train de faire. Il y avait peut-être des rumeurs, mais c'était trop compartimenté à certains égards. Les équipes portaient des uniformes aseptisés. En fait, nous aussi, dans les hélicoptères, les pilotes et moi, nous portions des uniformes sans aucun insigne américain. Pour ma part, je portais un uniforme tigre sans aucun identifiant. Pas de plaque d'identité. C'était pareil pour les équipes. Selon les missions, ils pouvaient porter des pyjamas noirs, comme ceux des Viet Cong, ou bien ils portaient des uniformes nord-vietnamiens ou autre chose encore, ou un mélange de tout ça. Les équipes de reconnaissance comportaient 2 voire 3 Américains. Un chef d'équipe, un opérateur radio et téléphone, un responsable de communication.
Pour le reste, il pouvait y avoir des individus issus de 4 à 8 groupes de populations indigènes différentes. Des Cambodgiens, des montagnards, des Chinois Nung, ou dans certains cas, des Vietnamiens. On ne mélangeait jamais les deux. Vous pouviez mettre des Cambodgiens et des montagnards ensemble, ils travaillaient bien ensemble, et les Nung et les Vietnamiens, mais vous ne pouviez mettre ensemble les Cambodgiens et les Vietnamiens. Alors nous formions des équipes, soit avec les uns, soit avec les autres. L'une des missions des groupes d'opérations spéciales est de surveiller la piste Ho Chi Minh et d'y interdire la circulation. La piste Ho Chi Minh est une route qui traverse le Laos et le Cambodge pour atteindre le Vietnam du Sud et qui sert au Vietnam du Nord pour acheminer ravitaillement et renforts. La mission principale des forces spéciales est une guerre non conventionnelle. Cela recouvre la guérilla, survie et évasion, sabotage, ce genre de choses, et intègre également les opérations de guerre psychologique. Mais notre mission fondamentale était de vous introduire derrière les lignes ennemies et de monter, de former et d'employer une armée de guérilla. L'équipe de base des forces spéciales avec 12 hommes devait être capable, et est capable sur le papier, de lever une armée de 1500 hommes. C'est ce qu'ils appellent dans l'armée un fantastique levier de force. Pour communiquer avec les Vietnamiens et les montagnards sont comme les Indiens d'Amérique, ils se divisent en plusieurs tribus. Bien qu'ils partagent la même langue de base, il existe plusieurs dialectes différents. Nous communiquions principalement par le biais d'interprètes. Nous avions 1 ou 2 interprètes que nous employions et c'étaient des indigènes. Le premier que nous avons eu était un Laotien. Je n'ai aucune idée du nombre de langues qu'il parlait. Il parlait un très bel anglais, il parlait vietnamien, français et plusieurs dialectes montagnards. C'était un jeune homme, il devait avoir la vingtaine. Il était fantastique. Certains des Américains avaient appris un peu de vietnamien dans les écoles de langue, alors ils pouvaient communiquer un petit peu. Quelques Américains parlaient français, et de nombreux officiers vietnamiens connaissaient un peu de français parce que le Vietnam avait été une colonie française et on le leur avait enseigné. S'ils étaient allés dans une école catholique, ils avaient appris le français comme deuxième langue. C'est ainsi que vous communiquiez par tout un mélange de langues au travers des interprètes en utilisant les mains et les bras. Quand vous sortez en patrouille, vous sortez avec une centaine de montagnards, la taille d'une compagnie. Nous prenions des sentiers, on traversait des forêts. Vous avez peut-être entendu des vétérans ou d'autres personnes vous dire que vous ne deviez jamais marcher sur les sentiers parce que vous alliez tomber dans une embuscade ou dans un piège. Vous ne pouvez pas déplacer une centaine de soldats à travers la forêt sans faire de bruit, sans passer par les sentiers. Notre tâche était d'aller trouver l'ennemi, alors si nous faisions un peu plus de bruit que nous n'aurions dû, eh bien c'était comme ça et pas autrement. Je dois dire que quand on a affaire aux montagnards, du moins dans ma situation, pendant tout le temps que nous étions là-bas, nous n'avons eu qu'une patrouille qui soit tombée dans une embuscade. Normalement, les montagnards ne tombent pas dans des embuscades parce qu'avec eux, c'est comme si nous sortions avec un éclaireur Apache. Ils connaissent les méchants, ils peuvent sentir les Nord-Vietnamiens avant que vous ne tombiez sur eux. Les forces spéciales ont également une mission humanitaire. Nous avions l'un des 2 médecins de l'équipe de base qui tenait une permanence médicale quotidienne pour les soldats. Après ça, il descendait habituellement au village, il y faisait la même chose, il s'occupait de tous les villageois qui avaient besoin d'assistance médicale. Si l'assistance médicale est importante pour les forces spéciales, elle est réellement vitale pour les forces régulières au Vietnam. Le médecin de combat surnommé Doc est l'ami de tous dans les situations délicates. Les médecins étaient très estimés sur le terrain parce que les soldats d'infanterie savaient vraiment que dans les moments cruciaux, c'était eux qui seraient notre première ligne de défense face à la mort.
Certains de ces hommes contestent la guerre, mais servent en leur capacité médicale en tant qu'objecteurs de conscience. Quand j'ai été appelé, j'ai fini comme médecin. Donc c'était un choix en quelque sorte, parce que j'y suis allé en tant qu'objecteur de conscience. Le seul poste qui était disponible à ce moment-là, et c'est sans doute le cas encore maintenant, c'était en tant qu'adjoint médical. Mon attitude était toujours d'essayer d'aider les gens. Alors j'ai d'horribles souvenirs de choses qui se sont passées, mais pour ce qui est de toute la partie négative, après ça, j'ai jamais vraiment ressenti que je faisais partie de... Mon but là-bas était de sauver des gens, pas de les faire sauter. Vous pensez que vous pouvez sauver tout le monde, et vous ne le pouvez pas. Vous étiez un bon médecin, les gars prenaient soin de vous, sinon leur vie était entre vos mains, alors c'était un peu difficile pour ceux qui ne pouvaient pas assumer le travail. Les Nord-Vietnamiens ou les membres de guérilla locales dans la région connaissaient la valeur d'un officier, d'un médecin, d'un opérateur radio, et ils ne respectaient pas la Convention de Genève. Ils ne faisaient pas de faveurs. Au contraire, ils en faisaient des cibles. C'est pourquoi ils avaient des noms de code et essayaient de ressembler à des soldats d'infanterie. Je transportais la plupart de mes pansements dans des sacs à munitions. C'est pour ça que je portais des sacs à munitions comme les autres. Ce qui inquiétait certains des hommes, c'était que je ne portais pas d'armes. It was a matter of concern by some of the men. Si jamais j'étais en train de les soigner et que l'ennemi était dans les parages, je ne pouvais pas les défendre. Alors, quoi faire? Je me suis demandé par moments ce que je ferais ou ce que je souhaiterais faire. Cela, heureusement, ne s'est jamais produit. Le doc doit se tenir prêt à répondre à toutes les crises. Toutes sortes de blessures, depuis des égratignures, en passant par des blessures légères, à des jambes arrachées, des blessures à la poitrine, toutes sortes de blessures. Je dois dire que les pièges étaient pires parce que tout était éparpillé. Le médecin n'est pas seul. Les hommes qui l'entourent feraient tout leur possible pour aider à sauver leurs camarades. J'avais beaucoup d'aide. Pour les autres soldats, il s'agissait aussi de leurs copains. Et ils étaient là à demander « Qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'il s'agisse d'une blessure par balle, d'un piège, qu'il s'agisse de les porter, de les transporter jusqu'à l'hélicoptère, j'avais beaucoup d'aide. Quand tout se calme et que vous devez retourner auprès de tous vos amis de la compagnie, vous savez qu'ils savent exactement ce qui s'est passé. Ils savent que vous connaissez la condition. C'est comme aller voir un membre de la famille pour leur dire qu'ils ne vont pas s'en sortir ou qu'ils vont s'en sortir ou autre chose. C'est très stressant à ce niveau-là. En revanche, ils savaient que vous vous intéressez, que je m'intéressais et que c'était une vraie famille là-bas. Nous prenions soin les uns des autres. Quand on évacue les blessés, le soutien aux médecins au sol est le meilleur système médical jamais mis en action dans l'histoire des conflits armés. Les chirurgiens du bataillon sont souvent sur le terrain avec l'infanterie. Ces médecins peuvent souvent faire la différence entre la vie et la mort pour un soldat dans le feu de la bataille. Pour la plupart des soldats au Vietnam, il est un jour plus important que tous les autres. Plus important que votre anniversaire, Noël et le 4 juillet tous ensemble. C'est le jour où l'on devient libérable.
Je n'ai jamais entendu personne, aucun de mes soldats se plaindre du président des États-Unis, du Congrès ou de quoi que ce soit d'autre. C'était quand est-ce que je rentre chez moi et quand est le prochain ravitaillement de nourriture. Le meilleur jour d'entre tous était celui de mon départ. Mon meilleur jour, celui où cet avion a décollé. Je me souviens toujours du jour où je suis rentré. La raison pour laquelle je m'en souviens, je me souviens aussi du jour où le premier homme a marché sur la Lune, pour la même raison. Je suis dans l'avion, au-dessus de l'océan Pacifique. Je crois que dans mon cas, ça devait être le 21 juillet. Le pilote a dit « Hey, le premier homme est en train de marcher sur la Lune. Je vais le mettre sur haut-parleur pour que vous puissiez écouter. » Je vais pour monter dans l'avion et le type regarde mon carnet de vaccination et il me dit « Vous n'avez pas votre vaccin contre la peste ?» Je lui réponds « Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de mon vaccin contre la peste ?» Je rentre à la maison. Il a dit « Eh ben, tu dois avoir ton vaccin contre la peste pour monter dans cet avion. » À ce moment-là, vous savez, il est 6h30 du matin et il n'y aura personne sur la base avant 8h. Alors j'ai dit, où est-ce que je peux avoir un vaccin contre la peste à cette heure-ci? Il m'a répondu, l'infirmerie est là-bas. Oh mon Dieu, alors je me suis précipité. La base s'étale sur près de 500 mètres. J'espère qu'il y aura une infirmière de nuit ou quelqu'un qui puisse me faire un vaccin. J'entre dans l'infirmerie et c'est mort. Il y a un homme au bureau, là, et je cours vers lui et je lui dis « Écoute, j'ai vachement besoin d'un vaccin contre la peste. » Il me répond « Mais comment ça se fait ?» Eh ben, je lui dis « Ils ne veulent pas me laisser monter dans l'avion pour rentrer chez moi. » Il dit « Je suis pas un adjoint médical. » Et il n'y en aura pas avant 8h, 8h30. Mais il ajoute, j'ai le tampon. Je vais mettre un tampon sur le carnet, mettre mes initiales et ensuite, tu pourras attendre juste là. Il faut que j'aille me chercher du café. J'étais un peu naïf à cette époque. Il me tamponne et me signe mon carnet. Et puis je m'assieds. Je regarde le hall d'un côté puis de l'autre et il n'y a absolument personne. Je regarde mon carnet et la lumière se fait. Comme il était parti, je suis remonté dans l'avion et j'étais le dernier à bord. Je peux vous dire que j'étais heureux d'être dans les airs. Les soldats au Vietnam surnommaient l'avion qui ramenait les hommes aux États-Unis les avions de ligne civile, les oiseaux de la liberté. Quand vous étiez dans le pays, vous pouviez voir ces avions aller et venir de différents endroits. Et ils symbolisaient pour nous, au sol, le fait que nous pouvions surmonter tout cela, que nous pouvions rentrer chez nous après cette expérience et continuer à vivre notre vie. Certains avaient des regrets, un sentiment d'inachevé ou de culpabilité de laisser derrière eux une unité qui avait besoin d'eux. C'était quelque chose de très dur à faire, quelque chose d'horriblement dur à faire. Là encore, je vais mentionner le sens de la famille et la camaraderie. Vous aviez l'impression de laisser tomber des gens avec qui vous auriez dû rester. Vous saviez que vous aviez accompli votre tâche et vous saviez que vous aviez rempli vos obligations, mais malgré tout, même sans y penser, vous vous sentiez encore coupable. Vous n'étiez pas humain si vous ne vous sentiez pas coupable de laisser vos camarades derrière vous. Your fellow soldier behind.